Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous nous rendons cette semaine dans un village situé dans la vallée du Madon, à 2 km seulement de Mirecourt. La commune surplombe la rivière et est entourée d'une végétation très riche. Poussée et ses près de 700 habitants sont bien connus pour la foire agricole annuelle dont on parlera en fin d'émission. Nous ferons un tour à la ferme de Bracmont avec son responsable Franck Sangouard. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Philippe Larcher, vous êtes le maire du village. Alors maire depuis 6-7 ans, mais impliqué dans la vie communale depuis bien plus longtemps. Je suis impliqué dans la vie communale depuis 1983. Avec une petite interruption de 3 ans il y a très peu de temps, mais toujours impliqué au niveau conseiller municipal, adjoint, premier adjoint, maire un an, arrêt, repos 3 ans, et reprise il y a donc maintenant 6 ans. Près de 700 habitants ici, Oui. que nous appelons comment? Les Porsuavitains. Alors pour quelle raison? Eh bien, écoutez, de l'origine du nom Poussé, qui à un moment était Porsuavis, qui a été Poursas, qui a été Poursus aussi, oui, et puis Poussé. Et puis donc on a conservé l'appellation. Alors on parle beaucoup de Poussé pour sa foire, mais Oui. Poussé ce n'est pas que ça. Il y a une école, des associations. Expliquez-nous un petit peu comment fonctionne ce village. On a la chance, nous, de fonctionner encore avec une école qui se trouve derrière nous à cette heure-ci, donc une école qui comporte 6 classes, qui a en gros 120 et 130 élèves. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir vendu beaucoup de maisons anciennes qui étaient en vente, certaines depuis 10 ans, qui sont parties depuis les 2 dernières années. Là. On a quelques constructions neuves, donc on peut espérer qu'on va régénérer un petit peu le village, quoi. On peut quand même dire que ça va chez vous à Poussé. Ah ben ça va chez nous à Poussé, il n'y a aucun souci pour l'instant. Un petit mot quand même, on est devant un monument, Oui. un puits, un monument qui est classé. Hein. Oui, c'est un monument classé, donc c'est un puits du XIIe siècle, pardon, qui a été à un moment le puits central du cloître du chapitre de chanoinesse et du presbytère qui existait ici. Il faut savoir que au XIe siècle a été créé un ordre des bénédictines ici, l'ordre de Saint-Benoît, et donc avec un cloître, avec un monastère qui a été détruit malheureusement à la Révolution. Et donc ce puits était le puits central du cloître. Alors pour terminer, on va parler des projets qui sont forcément liés à la hausse des coûts aussi. Comment on pense aujourd'hui les projets pour le village quand on voit la hausse du coût de l'énergie et puis tout un petit peu l'inflation générale? Nous avons pris une décision il y a 3 ans qui était sur proposition du Grand Nancy d'intégrer leur appel d'offres de vente gaz et électricité. Donc aujourd'hui, électricité, on est encore théoriquement en prix bloqué pour jusqu'à fin 2023. Par contre, le gaz, on relance les marchés, le Grand Nancy relance les marchés en fin d'année. Donc nous, on va voir la différence à ce moment-là. Pour l'instant, c'est resté assez stable, quoi. Assez correct, ça ne vous a pas encore impacté. On ne va pas dire pas impacté, mais pas autant que si on avait été indépendant. On y pense quand on réfléchit les projets, parce qu'il y a des projets. Est-ce qu'on change la vision? Est-ce qu'on fait le projet autrement ou est-ce que pas forcément? On a un gros projet qui devrait être démarré, mais par le fait qu'on a trouvé de l'amiante sur le chantier, on est retardé. C'est l'extension de notre cantine scolaire. On a eu des offres quand même qui sont restées dans l'enveloppe. Donc pour l'instant, on n'est pas mal. Après, on a un projet de création d'un city park qui est en attente de retour de subvention. On a d'autres projets, on a un projet de reprise de voirie important. Il y a de quoi faire en tout cas. Oui, il y a de quoi faire, oui, tout à fait. Merci beaucoup Philippe, en tout cas pour cette première partie. Je vous propose qu'on se retrouve en fin d'émission sur le site de la foire. Mais avant tout ça, nous on part à la ferme de Bracmont rencontrer Franck Sangouard. La ferme de Bracmont est un lieu qui sert de support pédagogique au CFPPA, au lycée et au CFA agricole et forestier de Mirecourt. Par sa diversité, elle permet aux apprenants de découvrir le métier d'agriculteur sous tous ses angles, de la production à la vente directe. Franck Sangouard, merci de nous accueillir à la ferme de Bracmont. Alors je le disais, la vocation première, c'est le support pédagogique et ça a toujours été le cas ici à Bracmont.
Oui, depuis 1972, date à laquelle l'exploitation a été achetée à un agriculteur privé. Depuis ce jour-là, nous avons pour vocation avant tout d'apprendre aux jeunes le métier d'agriculteur et tous les métiers d'ailleurs autour de l'agriculture. On y reviendra tout à l'heure, mais aujourd'hui, cette ferme, en quelques chiffres, c'est combien d'animaux, combien d'emplois, combien d'apprenants chaque année? Bon, c'est environ 220 bovins, 6000 volailles par an, 400 porcs plein air par an, 600 à 700 brebis déjà, et puis environ 350 hectares, dont une partie dans les Hauts-de-Vosges où une partie de nos animaux sont estivés. Et c'est surtout une dizaine d'emplois, une dizaine de collaborateurs. D'accord, donc toute l'année en apprenant, alors ça dépend des années j'imagine, lycée, CFA, est-ce qu'on a une idée du nombre d'élèves qui passent par là? Environ 400 apprenants sur le lycée, 250 apprentis et une centaine d'adultes à peu près par an. Donc c'est quand même assez conséquent. Alors on parle d'une ferme très diversifiée, je le dis en introduction, qui permet de découvrir toutes les facettes du métier d'agriculteur. Expliquez-nous, c'est-à-dire? Déjà nous avons de nombreuses productions animales. Et en plus, nous avons mis en place un système de vente directe qui fait qu'on va de la production, la transformation et la vente de nos produits. Donc ça permet de voir notamment de pouvoir appréhender les chiffres et la rentabilité de toutes nos activités. Et donc en transformation et en vente directe, qu'est-ce qu'on retrouve comme produit? De la viande principalement? Oui, que la viande. 80% de nos viandes sont transformées et vendues en direct. D'accord. Alors les élèves, concrètement, quand ils viennent ici, que font-ils? Donc j'imagine que toute la partie théorie se fait au lycée, au CFA. Donc ici, ils arrivent, c'est uniquement de la pratique. Comment ça se passe? Il y a 3 niveaux. Il y a l'apprentissage du geste, effectivement. Donc de la traite, l'agnelage, la conduite des tracteurs, enfin l'agroéquipement. La deuxième, c'est les travaux pratiques, généralement encadrés par les enseignants et formateurs. Et la troisième, c'est les chiffres, c'est la suivi de dossiers, c'est des projets nouveaux qu'on essaye de faire avancer avec eux. C'est vraiment complet. L'idée à la sortie, alors en fonction du niveau lycée, CFA ou la formation adulte, est-ce qu'ils s'installent eux-mêmes directement en tant qu'agriculteurs? Est-ce qu'ils rejoignent des exploitations majoritairement? Comment ça se passe? Non, moins de 20% s'installent réellement. Il faut savoir qu'un agriculteur, c'est 7 personnes autour d'un agriculteur qui vivent autour de l'agriculture. Donc des métiers, bien sûr, en lien avec l'agricole, mais bien sûr pas que des agriculteurs. Par contre, comme vous devez le savoir, on manque de candidats à l'installation. Donc l'idée, c'est aussi de leur montrer ce que sera le métier et quelque part de leur montrer, alors, si ce n'est la réalité, mais d'essayer d'attirer de nouveaux candidats à l'agriculture et notamment hors cadre familial, donc hors agricole. Parce que quel est le profil aujourd'hui des étudiants, des apprenants? Est-ce qu'on est sur des personnes qui sont un petit peu issues aussi du monde agricole, des parents, des grands-parents qui étaient agriculteurs ou pas du tout? Non, de moins en moins. Donc de moins en moins. Donc c'est pour ça qu'on compte sur cette nouvelle fourmilière pour leur donner le goût à l'agriculture et qu'ils rejoignent le milieu agricole. Et on a aussi beaucoup de reconversions, des adultes d'une quarantaine d'années qui s'essayent à nos métiers. Quelques projets peut-être ici, des investissements pour les années à venir? Oui, des gros projets notamment dans l'énergie. On voudrait passer de 400 m² de photovoltaïque à plus de 1500 m² de photovoltaïque. Éventuellement lancer la production d'hydrogène et continuer un gros travail sur la biomasse, donc la valorisation du bois hors forêt, notamment des haies, pour produire de la plaquette forestière à destination d'une chaudière collective. Bon, il y a de quoi faire alors. On ne s'ennuie pas. Le calendrier pour ces travaux, c'est à l'échelle de 3 ans. D'accord. Franck, merci pour votre accueil ici à la ferme de Bracquemont. Nous partons retrouver Philippe Larcher sur le champ de foire. Très ancienne foire agricole, la foire de Poussey se déroule chaque année fin octobre et regroupe entre 1000 et 1200 exposants. Avec ses près de 120 000 visiteurs par an, elle est la deuxième foire agricole de France. Philippe, on se retrouve, on est cette fois sur le site de la foire. Alors bon, on voit pas grand chose aujourd'hui, j'espère qu'on y verra plus clair fin octobre. Une foire très ancienne, je le disais. Il faut remonter en 1598 officiellement, c'est ça, pour avoir l'historique de la foire, le début? Officiellement, effectivement, nous avons calé la date de la foire en fonction de cette date-là de 1598, puisque c'est le premier édit qui a été promulgué par le Charles III qui réglemente la foire et qui l'attribue pour ses revenus aux chanoinesses de Poussey. Mais on a des écrits d'une quarantaine d'années avant. On retrouve quelques traces, mais c'était
Alors là, c'est pas aussi précis. Mais On n'a pas la, voilà, on n'a pas la certitude. on n'a pas la certitude, donc on a pris une date où on a une date de départ. Bon, il fallait en caler une, on l'a prise. C'est ça, il faut bien en caler une. Donc là, ce sera la 424e édition déjà. 424e édition, eh oui. Et J'étais plutôt, pas la première. Moi non plus. Alors une foire qui regroupe plusieurs aspects, à la fois matériel agricole, foire aux bestiaux. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. On a le côté agricole qui est derrière moi là, et qui couvre en gros 7 hectares de terrain. Donc là, c'est tout le matériel agricole, quel qu'il soit, tracteur, moto, nouvelles machines, matériel pour l'élevage, enfin tout, plus les organisations agricoles. On a aussi la ferme de Bracmont, que je crois que vous devez... qu'on est allé voir juste avant. Vous êtes allé voir juste avant. Donc, et dans le restant du terrain, qui fait encore en gros une quinzaine d'hectares, on a ce qu'on appellera le déballage forain, le déballage des commerçants non sédentaires. Et les bestiaux alors? Alors les bestiaux ont perdu de leur Puisqu'à importance. l'origine, c'était quand même surtout les bestiaux. Alors à l'origine, ça a été les chevaux, après ça a été les bestiaux, enfin, mais ça a perdu de son importance depuis maintenant quelques années, une bonne dizaine d'années, dans le sens où maintenant les commerces de bestiaux se font beaucoup plus dans les fermes. Je dirais même maintenant sur Internet. On a toujours des animaux, mais c'est surtout des reproducteurs, c'est des animaux d'exposition. Bon, on a encore quelques marchands de bestiaux, mais c'est plus la majorité. C'est plus la grande. Alors, ce n'est plus la majorité. Petit à petit, la foire s'est imposée comme un événement majeur en France. Deuxième foire agricole de France, l'une des plus anciennes prête. Alors il y en a une qui a encore un peu d'avance et je pense qu'on la rattrapera jamais. Mais près de 120 000 visiteurs, 1200 exposants, c'est assez colossal à gérer, j'imagine aussi. Ah, tout à fait, hein, c'est non seulement colossal à gérer, mais ça demande une application, je dirais, d'une année sur l'autre. Hein. Quand on a fini celle-ci, on va rattaquer la prochaine. Je signe tous les ans, en gros, 120 contrats de travail, puisque tous nos employés sont embauchés, pour le week-end certains, pour une semaine et demie pour d'autres, enfin, tout le monde est embauché, tout le monde est rémunéré. On a un placier qui est maintenant à 50% permanent à la mairie, 50% pour d'autres tâches, et qui, dès le mois de mars, commence à remplir son plan et ses dossiers de personnes, quoi. Donc aujourd'hui, on doit être à presque 1000 exposants, et bon, ça va encore arriver. C'est donc une gestion entièrement communale? Tout à fait, et entièrement municipale. Ça a un apport important quand même pour la commune? C'est un apport important pour la commune, je ne vous démentirai pas. C'est pour ça qu'elle persiste aussi depuis de si nombreuses années. C'est que si c'était au contraire un gouffre financier, j'imagine qu'au bout d'un moment la commune n'aurait plus pu suivre. Donc forcément, Moi j'ai toujours dit, on ne va pas faire payer des impôts à nos habitants pour faire la foire. Hein, ce qui est logique. Donc si c'était un gouffre financier, on n'en parlerait plus. Mais je veux quand même préciser qu'elle est vraiment une foire intéressante que depuis qu'elle s'est expatriée du village. Hein, parce que dans les temps anciens, jusqu'en 83, elle était dans le village. Hein, donc avec un petit champ de foire en extérieur, mais pas très important. Écoutez, on sait tout. Rendez-vous donc fin octobre, le 22 et le 23 octobre, donc le samedi matin et début après-midi pour les bestiaux. Et puis tout le reste après. Tout le reste, pour tout le commerce. On espère que la météo sera avec vous. On espère aussi. Merci beaucoup Philippe. On va prier. Notre émission est déjà terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Retrouvez Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez.